C'est tentant de se dire qu'on peut tout faire. La réalité, c'est que si on n'a pas le temps de bosser sur un business, personnellement, mes plus gros échecs en termes de business rachetés, c'est ceux sur lesquels j'ai pas eu le temps de travailler. Si demain, vous générez 1 million d'euros de profit par an en vendant des produits winners sur TikTok, navré de vous le dire, mais vous n'avez pas un business susceptible d'être repris facilement par un repreneur. Le deuxième critère de valorisation hyper important, ce sont les fondations SEO. Donc, sur quelle base de trafic organique repose votre business? C'est-à-dire que si vous avez un stock qui est plus élevé que la valeur de votre site, il va probablement falloir vendre le site et séparer le stock. Personne n'a envie de racheter un stock non liquide juste pour vous faire plaisir et vous libérer d'un poids. Si tu rachètes un business juste avant Q4 et que tu essayes de le revendre en Q1, tu peux pas dire que Q4 a été fantastique et donc la valo est sur Q4. Et à l'inverse, si un acheteur te rachète ton business en plein mois d'août, quand c'est calme et qu'il te dit « Ouais, mais en ce moment, ton activité, elle est nulle, donc je te rachète sur l'été », tu vas pas accepter, tu vas lui dire « Non, il faut que tu prennes en compte Q4 ». Je ferai souvent des comparaisons justement avec la stratégie immobilière. Aujourd'hui, le multiple de marché sur un site qui fait moins de 100 K de BE à l'année, c'est entre 1,5 et 2,5 années. Si vous avez un site qui fait plus de 100 K de BE, globalement, on va être entre 2,5 et 5 ans, voire plus. On parlera tout à l'heure de survalorisation. Et aujourd'hui, il faut savoir que le levier bancaire, ça permet de faire des amortissements sur environ 5 à 7 ans. Donc évidemment, quand on rachète des très gros business, ce levier bancaire, l'équilibre, il est tout pile. Et on voit assez vite que quand on est capable de faire appel à du crédit, il y a un bel effet levier qui peut permettre d'aller chercher des rendements hyper intéressants sur le rachat. Ça fait qu'il y a une audience de plus en plus riche d'acheteurs qui avant ne s'intéressaient pas au rachat de business digitaux et qui y viennent petit à petit, principalement parce qu'ils sont attirés par les rendements. Gardez en tête qu'être attiré par les rendements, c'est une chose, mais vous avez, en tant qu'e-commerçant, un truc en plus, un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup d'acteurs sur le marché, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'a priori, vous avez, si vous êtes là d'autant plus, des compétences. Et avoir une compétence financière, ce n'est pas suffisant, une compétence opérationnelle, c'est encore mieux. La partie rénovante, j'y fais un petit focus parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus faire justement par des personnes qui ont des compétences et non pas que financières. La partie rénovante, ça consiste à, comme dans l'immobilier, être capable de cibler des actifs. Alors, je parle de failles exploitables. En immobilier, ce serait, si vous êtes plombier, vous rachetez un appart dans lequel il y a la plomberie à refaire. Quand vous êtes e-commerçant, vous rachetez, si possible, un e-commerce sur lequel il y a exactement les leviers à activer que vous maîtrisez parfaitement dans vos business. Okay. Aujourd'hui, les meilleurs business à acheter sur le market, c'est des sites qui ont été déployés par des gens il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, sur des CMS qui ne sont pas forcément optimisés, qui n'ont pas forcément déployé des outils de relance de panier abandonnés, des techniques d'upsell, des techniques de… Peu importe toutes les techniques que vous utilisez, vous êtes plus calé que moi là-dessus. Ça, c'est des super sites à racheter, à rénover. Évidemment, on essaye de les racheter à prix marché ou en dessous des prix du marché. À rénover en misant sur des actions avec le plus fort impact. On en parlera tout à l'heure, mais être capable d'identifier vos forces, vos compétences clés et donc ce que vous pouvez vraiment déployer sur un business, c'est évidemment critique pour maximiser le taux de succès. Il y a forcément une période de hold. On en parlera tout à l'heure dans la valorisation, mais un business, ça se valorise à minima sur les 12 derniers mois de profit. Donc, si vous optimisez un business, il ne va pas tripler de valeur les 3 mois après. Vous avez forcément besoin d'une période pendant laquelle vous allez stabiliser cette activité, lui permettre de réellement monter en valeur avant de la remettre sur le marché. Et ensuite, évidemment, l'enjeu, c'est de revendre avec une plus-value. La différence avec une stratégie de portefeuille, c'est que dans la stratégie de rénovante, on cherche à avoir le plus fort impact le plus rapidement possible. On hold, on revend, on répète. Alors que dans une stratégie de portefeuille, on va peut-être prendre des business avec moins de travail, plus de passivité, puisque l'enjeu, c'est de pouvoir tous les gérer et les garder et de peut-être à terme en avoir 5, 10, 15, 20 avec des équipes en général qui vont s'occuper de la partie operating. Clair jusque-là ?
Prochaine stratégie. Prochaine stratégie, on peut évidemment racheter pour accélérer. Ça, c'est un mouvement que vous avez forcément dû voir passer parce que ça commence même à devenir des formations à part entière, le reprenariat. Et c'est un vrai mouvement aujourd'hui qui se fait sur le marché. Fut un temps, on apprenait à créer. Aujourd'hui, on apprend presque autant à créer qu'à reprendre. Pourquoi? Parce que ça permet de se lancer sans partir de zéro. Ça permet d'accéder à l'entrepreneuriat par l'acquisition et donc d'accéder à un statut aussi entrepreneurial beaucoup plus validé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a fait le tour des business en lancement et des business qui ne rapportent rien. Et donc, se dire entrepreneur quand on a un business qui ne rapporte rien, ça ne fait plus rêver personne. Ce n'est pas pour rien que cette hype du reprenariat, elle prend de l'ampleur, que ces formations autour du reprenariat prennent de l'ampleur et que cette envie de profils qui ont des grosses expériences, c'est souvent des profils marketing, communication, finance, qui décident de laisser derrière eux une carrière ou une boîte et de se lancer dans leur rachat d'entreprise pour accéder eux aussi à leur statut d'entrepreneur, mais en le faisant directement avec un gain de temps assez rapide. De manière plus générale, c'est aussi utilisé pour se lancer sur des nouveaux marchés sans repartir de zéro, par des boîtes déjà établies, ou pour accueillir des nouvelles compétences. Si vous regardez par exemple ce qu'a pu faire la boîte de Théo Lyon de Kudak, le fait de racheter des boîtes avec des compétences extrêmement précises, ça leur permet à la fois d'agrandir le groupe, certes, mais aussi de faire l'achat d'une boîte et l'embauche de toutes les équipes qui ont les compétences qui vont avec la boîte. On appelle ça du acqui-hire en anglais. C'est le fait d'acheter finalement, au lieu de débaucher les gens, on achète la boîte dans laquelle ils sont. On peut évidemment décider de racheter pour conquérir. Là, ça devient évidemment, enfin moi en tout cas, c'est la partie que je trouve un petit peu plus fun. C'est une stratégie qu'on emploie notamment sur DotMarket, mais je vous montrerai qu'il est aussi utilisé par certaines grosses boîtes, soit pour conquérir des parts de marché, soit pour conquérir de la visibilité. Alors visibilité, ça peut être sur Google, mais ça peut être sur d'autres réseaux. Le fait de racheter une boîte qui tourne très bien sur un canal d'acquisition ou de distribution que vous ne maîtrisez pas, c'est un bon moyen de faire cette acquisition finalement de visibilité, ou tout simplement pour éliminer des concurrents. Je vous montre un petit exemple de ce que nous on fait par exemple, sur DotMarket, ou qu'on a fait. En vert, c'est des sites qui aujourd'hui appartiennent à DotMarket. En orange, c'est des sites qui parlent de DotMarket. Ici, on parle clairement de conquête de CEP. Le but, c'est d'être le plus visible. Il y a des sites sur lesquels on peut acheter de la visibilité, des liens, faire des interviews, etc. Il y a des sites sur lesquels, évidemment, on va avoir du mal à faire autrement ou à acheter du lien. Donc, pourquoi pas les racheter? C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Je vends mon site Internet. C'est ce qu'on a fait avec Session Site Web. Et c'est ce qu'on essayera de continuer à faire en allant mettre la main sur certains plus petits concurrents, pas forcément avec une stratégie de les utiliser de manière concurrente, mais parfois juste pour occuper la visibilité et se garantir que, quelle que soit votre action, si demain vous cherchez à vendre votre business, tôt ou tard, vous finirez sur DotMarket. Je vous ai montré aussi ce qu'on s'amuse à faire. Alors ça, c'est sur une autre boîte à moi dans l'univers de la rencontre pour montrer que ce n'est pas qu'une stratégie sur DotMarket. Ou quand on veut dominer des requêtes, on peut très bien aller racheter des concurrents. Ça permet aussi d'aller chercher cette visibilité. Deux autres approches, on peut décider de racheter un business pour mieux monétiser. Alors, cette slide, il y a 2 semaines, je l'ai livrée à un autre mastermind qui était constitué que d'infopreneurs. Les infopreneurs, en général, ils ont un produit, mais ils n'en ont qu'un. Ou alors, ils n'ont pas forcément le produit, mais ils ont une belle audience. Et du coup, leur problématique, souvent, c'est de mieux monétiser cette audience au-delà des produits qu'ils ont actuellement. Et je me suis posé la question en préparant les slides pour ce mastermind-là, est-ce qu'on peut aussi décider de racheter pour mieux monétiser quand on est e-commerçant? Je pense que la réponse est oui, parce que finalement, racheter un business, c'est
racheter potentiellement un nouveau mode de monétisation. Mais ce nouveau mode de monétisation, ça peut être du produit, du service, du SaaS, peu importe. Ça peut être d'élargir la largeur ou la profondeur d'une gamme de produits. On voit régulièrement des opérations menées par des groupes qui ont, par exemple, X produits et qui font l'acquisition d'une boîte qui vend un produit qu'eux n'ont pas encore. Ça peut être pour augmenter le panier moyen. Plus vous avez de produits à proposer à votre audience, plus potentiellement vous êtes capable d'augmenter leur panier moyen. Et ça peut être d'augmenter leur LTV potentiellement, histoire de contrer la hausse des coûts d'acquisition. Des exemples, parce que je pense que c'est toujours plus parlant. L'année dernière, on a vendu à un groupe dans l'univers de l'accessoire de jardinage un infoproduit. Vous allez me dire quel est le lien entre un e-commerçant et un infoproduit. Le lien, c'est que des personnes qui achètent du matériel pour faire pousser leurs tomates sont peut-être aussi intéressées par un guide qui vous apprend à faire pousser les tomates. Donc, quand on se met dans l'intention ou le besoin de son client, on se rend compte que finalement, entre ce que nous, on propose via notre site Internet et la couverture totale du besoin, ça peut passer par différents produits ou services. Et donc, ça nous arrive de bosser avec des e-commerçants qui font de l'acquisition, non pas d'autres e-commerce, mais de modèles économiques alternatifs qui vont servir en upsell ou qui vont servir en service additionnel à proposer à leur clientèle. Les autres exemples que j'ai mis sont beaucoup plus adaptés à des sites de contenu parce que c'est plus souvent dans ce sens-là qu'on le voit, c'est-à-dire des sites qui ont une très belle audience ou des communautés qui ont une belle audience et qui vont venir faire l'acquisition de sites e-commerce notamment ou de SaaS parce qu'ils ou elles ont compris que finalement, tout miser sur Amazon ou sur la publicité n'est pas forcément une façon pérenne de gagner de l'argent sur le long terme, surtout quand on peut posséder son propre produit. Ça, c'est un sujet que j'aborde dans 2 podcasts que je me permets de citer ici parce que je ne vais pas vous faire le débrief des 3 heures de podcast, en l'occurrence, qu'on a fait, mais c'est un sujet qu'on aborde sur la notion de verticalisation de la monétisation des médias et on en parlera en fin de course de qui peuvent être les acheteurs qui peuvent racheter vos business. Aujourd'hui, les médias sont des excellents potentiels acheteurs de belles marques e-commerce. Un média qui a une belle audience a tout intérêt dans le futur à posséder sa propre marque de monétisation plutôt que d'essayer de le sous-traiter à du Amazon ou à de la publicité. Et enfin, à l'inverse, quelqu'un a une audience, cherche à mieux la monétiser. On peut aussi faire l'inverse, avoir un produit, par exemple en tant que e-commerçant, et chercher à mieux distribuer ce produit en faisant l'acquisition d'une nouvelle audience, en faisant l'acquisition de nouveaux canaux de distribution, avec 3 objectifs. Sortir de la dépendance à un canal d'acquisition, on en parlera tout à l'heure, mais si vous êtes dépendant à la pub, par exemple, pas idéal pour vendre. Sécuriser une audience que vous allez posséder, louer son audience à Google ou à Meta, ce n'est pas un modèle économique viable. En tout cas, ce n'est pas un mode d'acquisition viable. Pareil, si vous cherchez à revendre un jour votre boîte et diminuer le coût d'acquisition client. Je pense que j'apprends à personne si je dis que les coûts d'acquisition sur la publicité sont que amenés à augmenter petit à petit ou pas si petit à petit que ça dans le futur, et que réussir à trouver des moyens de distribuer vos produits gratuitement est un enjeu assez clé si vous voulez prouver aussi la pérennité et augmenter vos marges. Là aussi, je vous ai préparé des petits exemples. Alors moi, je viens de l'univers SEO, donc j'ai tendance à choisir des modèles ou des exemples assez SEO. Je vais aller en chercher un que j'aime beaucoup. Qui ici connaît la DNVB Ridge Wallet? Personne? Ça veut dire que Dotmarket est plus connu que Ridge Wallet? Ou c'est juste que l'image est frisée? Ok, alors Ridge Wallet, je vous invite, je crois cela dit que l'image est frisée. Alors, tu me diras si c'est le cas ou pas, mais. De quoi? Je pense que l'image est frisée. En tout cas, moi, le retour que j'ai de la salle. Nous, on te voit encore. Ah, ok.
Ok, bon, c'est pas grave, ça me permet juste pas de voir vos réactions à mes blagues et mes questions, mais c'est pas très grave. Donc, du coup, je ne sais pas si en réalité il y a des gens qui ont levé la main à Ridge Wallet, mais si on revient Non. exemple, ok, donc Ridge, c'est une marque Attends, de, je vais faire ça. de petits portefeuilles en métal réputés euh, Effectivement, incassables. Tu me dis pas, je peux reprendre. Ouais, je suis en train de démonter et remonter la cam. Ça roule. Ah, c'est bon. Yes, là, je te vois. Génial. Je vois les mains. Donc, je reprends. Dot Market est plus connu dans cette salle que Ridge Wallet. Génial. J'enregistre. Félicitations. Euh, pour le coup, ça vaut le coup vraiment d'étudier la stratégie de distribution de Ridge Wallet et de suivre son fondateur, alors qui tweet autant des conneries que des choses hyper intéressantes sur Twitter. Mais je crois que c'est comme ça qu'on réussit sur Twitter aujourd'hui, qui s'appelle Sean Ecom, Sean Frank. Et Sean, il explique dans un podcast il y a 2-3 ans que si un jour il veut valoir 1 milliard avec sa marque, il faudrait qu'il arrête de vendre que des petits wallets, que des petits portefeuilles en métal. Et que ça passerait par le développement potentiellement d'une gamme de produits autour de la marque Ridge. 1 à 2 ans plus tard, Ridge annonce le rachat de everydaycarry.com. Everydaycarry.com, c'est un site d'affiliation, un média qui teste des accessoires type stylo tactique, quel est le meilleur couteau de survie, quel est le meilleur sac à dos pour partir en forêt, etc., etc. Ils annoncent ce rachat, ils l'ont racheté 1 million de dollars. Ça a été display publiquement. Et quelques semaines après, moi en tout cas c'est un réflexe que j'ai quand je vois passer un rachat, je me demande toujours qu'est-ce que l'acheteur va faire de ce site. Réponse assez simple. La première action qui est faite par Ridge après avoir racheté ce site, c'est que quand on tape quel est le meilleur wallet sur Everyday Carry, on se rend compte que c'est toujours Ridge qui est mis en premier. Okay. Donc du jour au lendemain, si ce n'était pas le cas avant, Ridge est désormais le wallet mis en avant sur toutes les pages, et Everyday Carry fait quand même un sacré trafic qui est mis en avant. Et il y a quelques semaines, donc l'info elle est vraiment toute fraîche, Sean partage sur Twitter qu'est-ce qu'était Ridge il y a 2 ans et qu'est-ce que Ridge aujourd'hui. Je vous le donne en mille. Ridge aujourd'hui, ça vend tous les accessoires qui correspondent aux pages les plus visitées de Everyday Carry. Donc, qu'est-ce que Ridge a fait avec Everyday Carry? Ils ont racheté un mode de distribution de leurs propres produits. Ils ont acheté un site qui leur a permis de voir quelles étaient les meilleures ventes de tous les accessoires liés à leur thématique initiale. Et ils ont racheté un site qui leur permet aujourd'hui de distribuer la gamme de produits qui a été créée non pas au pif de Sean, mais bien en réponse à ce qui était le plus vendu sur Amazon dans sa thématique. Donc cet exemple-là, pour moi, il est hyper parlant parce qu'il montre comment une boîte e-commerce peut aller hyper loin dans la compréhension d'un marché et l'utilisation d'un canal de distribution, pas que pour distribuer, mais aussi pour comprendre quoi développer dans le futur. Et d'autres exemples que j'ai voulu vous proposer, mais alors ça ne va pas toucher des e-commerçants, mais bon, ça permet de bien comprendre, et surtout, c'est des exemples qu'on a traités de manière plus ou moins lointaine sur Dot Market. Thérapeute.com, qui est un annuaire de thérapeutes et qui est racheté par quelqu'un qui fait de la formation auprès des thérapeutes. Donc, acheté pour mieux distribuer. Salaire brut en net qui a été racheté par un infopreneur que vous connaissez peut-être, Yann Darwin, dans l'immobilier. Alors bon, ça c'est un rachat amusant parce que la première action qui avait été faite par Yann Darwin, c'était de virer toutes les pubs et de mettre partout des bannières pour se former au rachat dans l'immobilier. Il a fait marche arrière à peu près 2 mois après. A priori, les gens n'étaient pas encore prêts à passer à l'achat immobilier, mais maintenant c'est fait de manière beaucoup plus intelligente quand on navigue dans les contenus en fonction de la thématique sur laquelle on est. On peut être amené à télécharger des guides ou à se pencher sur les propositions de valeur qui sont faites par Yann Darwin et son équipe.
mais en tout cas, la publicité a été remise. Et Mon Salaire en Net, qui est un site qui est assez similaire et qu'on a traité avec DotMarket l'année dernière, qui a été revendu à Indy, la solution de comptabilité pour les freelances et les indépendants, qui est venu racheter ce site principalement pour mieux distribuer ses propres produits auprès d'une audience qui avait été identifiée comme stratégique, c'est-à-dire une audience de freelance et d'indépendants. Quand on veut du coup racheter un business, et garder ces exemples en tête parce que j'y reviendrai et ça permettra de comprendre pourquoi certains de ces rachats ont permis à leurs vendeurs d'obtenir une survalorisation parce que justement la stratégie de rachat impliquait une vision qui était un petit peu plus grande que juste reprendre l'activité. Maintenant, si on parle de rachat, on est obligé de parler de thèse d'investissement. Parce que pour bien définir, pour bien acheter, il faut avant tout bien définir son projet. Donc, on a vu qu'il y avait 5 stratégies que je ne vous répète pas par respect pour le temps qu'on vient déjà de passer dessus. Mais avoir une stratégie, ça permet déjà de savoir quel type de business potentiellement on va être amené à reprendre. D'accord ? Si on a une stratégie de conquête, évidemment qu'on va potentiellement plus s'intéresser à des business qui permettent d'aller chercher ce qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire des parts de marché ou de la visibilité. Si on a une stratégie de meilleure distribution, potentiellement, ça peut nous amener uniquement à se pencher sur des business qui vont permettre d'aller atteindre cet objectif, c'est-à-dire de distribuer vos produits. Et si vous avez une stratégie de rénovante, donc reprendre un business pour simplement le retaper et le revendre avec un bénéfice, alors en toute logique, il va falloir aller chercher des business qui vont vous permettre de faire ça et vous désintéresser des activités qui sont déjà maxed out en termes de potentiel. La deuxième grande question à se poser, évidemment, ça va être vos compétences. Donc, quand on est e-commerçant, on a des compétences extrêmement particulières. Quand on est infopreneur, on en a d'autres. Elles ne sont pas forcément compatibles, ces compétences. Donc, en fonction de la stratégie de rachat et de vos compétences, on va pouvoir ensuite rajouter quels sont vos critères d'achat. Et ça nous amène à ce type de questionnement. Et globalement, on va se pencher sur les critères en termes de finances, en termes de cibles et en termes de personnes. En finance, on va s'intéresser évidemment à tout ce qui est lié aux chiffres. Quel est votre budget? Quelle est la rentabilité attendue? Comment vous allez financer votre reprise? Quand on parle de cibles, on s'intéresse aux niches, aux modèles économiques, aux CMS, aux canaux d'acquisition qu'on maîtrise, aux optimisations visibles qu'on va chercher à reprendre versus celles qu'on va éviter. Et quand on parle de perso, et ça, c'est une partie qui est souvent laissée de côté, notamment par des entrepreneurs comme vous, comme moi, qui se disent parfois on est un peu des super-héros et on peut tout faire. Mais en réalité, le personnel, c'est aussi quelles sont mes vraies compétences actuelles, pas celles que j'aimerais avoir, mais celles que j'ai réellement à disposition et que je vais pouvoir déployer sur mon investissement. Et quel est mon temps disponible pour travailler? Alors, ça, c'est une vraie question aussi. C'est tentant de se dire qu'on peut tout faire. La réalité, c'est que si on n'a pas le temps de bosser sur un business, personnellement, les plus gros échecs en termes de business racheté, c'est ceux sur lesquels je n'ai pas eu le temps de travailler. Donc, ensuite, pour comprendre qu'est-ce qui va faire qu'on est valorisé 1,5 ou 5 ou moins ou plus, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qui est valorisé sur une activité digitale de manière générale, mais e-commerce encore plus. Et le meilleur moyen que j'ai en général d'expliquer ça, notamment à des gens qui ne sont pas dans le digital, donc vous, ça va évidemment vous parler d'autant plus, c'est que quand on rachète un business physique, l'enjeu en général, c'est de prendre les finances et de regarder si ça matche avec l'emplacement. On rachète une boulangerie, on regarde le chiffre de cette boulangerie et on se pose la question de, vu l'emplacement dans ce coin, est-ce que c'est pertinent de réaliser ce chiffre d'affaires? Quand on est dans le digital, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas d'emplacement physique, mais il y a un emplacement en termes de visibilité dans les cercles. Il y a un deuxième niveau d'analyse, c'est comprendre est-ce que cet emplacement de visibilité dans les cercles ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, il est pérenne. D'accord? Un emplacement d'une boulangerie au coin d'une rue, il y a un contrat, il y a un bail qui nous permet de savoir que cette boulangerie, elle ne va pas bouger. Tandis que votre site internet dans les cercles ou
dans les régies publicitaires, il n'y a aucune garantie qu'il reste à sa place sur une durée indéterminée. Donc, quand on rachète un business digital, et donc il faut le comprendre quand on le vend, l'enjeu principal de l'acquéreur et de la personne qui va auditer votre business, c'est de corréler votre financière à votre société digitale. Donc, si demain, vous générez 1 million d'euros de profit par an en vendant des produits winner sur TikTok, navré de vous le dire, mais vous n'avez pas un business susceptible d'être repris facilement par un repreneur. Pourquoi? Je pense que c'est difficile de le comprendre, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de vraie sérénité, c'est très difficile de se projeter dessus. Ça ne veut pas dire que c'est invendable, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre d'obtenir les meilleures valorisations au moment de le positionner sur le marché. D'accord? Je vous ai mis pas mal de petits critères qu'on utilise en interne, sans vous expliquer comment ça fonctionne. Globalement, nous, quand on analyse un business, on le fait passer par une matrice de calcul et en fonction de tous les points d'analyse, on va appliquer des coefficients avec une note entre 0 et 100 et on va calculer le poids de ce coefficient. Donc, en fonction du modèle économique, de la thématique, etc., un coefficient peut être plus ou moins élevé. Ça va impliquer à la fin, on va avoir un multiple plus ou moins élevé aussi en bout de course. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail et se pencher sur les critères de valorisation qui sont les plus importants à garder en tête, j'en ai listé 8 qui sont communs à tous les business digitaux, donc qui vont être importants pour vous, pour un business de e-commerce. Et ensuite, on en trouverait 6 autres qui sont spécifiquement pourtant à avoir en tête quand vous réfléchirez ou quand vous réfléchissez à vendre votre commerce. Les premiers critères de valorisation, c'est le type de business. Donc là, simplement, ça vous permet de voir comment se positionne un business e-commerce par rapport à un business média ou par rapport à un business de SaaS. Toujours, je le répète, dans e-commerce, ici, je mélange dropshipping et e-commerce. On verra tout à l'heure que, évidemment, ça peut avoir un impact, mais ce n'est pas forcément un impact sur la valorisation, ça va être un impact sur la difficulté de vendre ou de se projeter d'un acheteur sur la reprise. Okay? Donc, un média aujourd'hui, en moyenne, et je précise, deuxième truc, ça c'est des moyennes observées sur à peu près 400 deals réalisés sur Dotmarket depuis décembre 2022. Donc, c'est une taille de marché et c'est une plateforme. Évidemment, si vous allez le comparer à des cabinets M&A, par exemple, qui ont bossé que sur du mid-cap et des transactions à 5 ou 10 millions, vous n'allez pas obtenir les mêmes chiffres. Je préfère le préciser. Okay? Donc, biais, Dotmarket, à prendre en compte, mais ça vous permet à minima d'avoir une idée générale de comment ça se passe. Les médias, c'est 2,3 mois ou 27 mois de profit. Les e-commerce, c'est entre 17 mois et 4 ans. On verra qu'est-ce qui fait nécessairement sur l'e-commerce la différence. Et sur les SaaS, c'est ce qui est le mieux valorisé au global, puisque ça fait 3,5 en moyenne, mais ça peut monter jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est lié notamment au fait que c'est la hype autour des SaaS aujourd'hui, qu'il y a de la techno en général et qu'il y a du récurrent. Le deuxième critère de valorisation hyper important, encore une fois sur Dotnet, et qui est commun à tous les business, ce sont les fondations SEO. Donc, sur quelle base de trafic organique repose votre business? Et les points qu'on va analyser en termes de SEO, ce n'est pas forcément que la recherche sur votre marque, même si c'est bien d'avoir une marque recherchée sur Google, d'accord? Mais on n'est pas fort en SEO parce que on cherche une marque. Cela dit, ça fait de nous une entité qui doit nous permettre d'être assez fort sur la suite. On va analyser la répartition du trafic sur vos pages pour essayer de comprendre si votre business est reposé sur une page. Et il est donc on va analyser le profil de liens. Ce n'est pas forcément critique d'avoir des liens en e-commerce. Il y a des boutiques qui rentrent très bien sans lien, mais il y en a d'autres qui en ont besoin. À ce moment-là, on va se pencher sur la qualité du profil de lien. On va analyser la qualité et la pertinence des mots-clés positionnés. Sur Dotmarket, on voit souvent des dropshipping qui font parfois des dizaines de milliers de visites par mois via leur blog, mais qui font très peu de chiffre d'affaires en réalité. Et en fait, on se rend compte assez vite que
faire du trafic sur un blog, sur des requêtes assez génériques, mais sans tunnel de vente pour convertir les utilisateurs ou bien sur des mots-clés qui sont beaucoup trop éloignés en termes d'intention de recherche, ça ne va pas contribuer réellement à la valorisation du business. Et enfin, la résilience aux updates Google. Ici, j'aurais pu mettre ancienneté, historique, plus votre business est ancien, plus il a été confronté aux updates de Google, plus il a survécu aux updates de Google, plus il a un facteur de confiance aux yeux de potentiels acheteurs. D'autres critères de valorisation communs à tous les business, la thématique, la niche sur laquelle vous travaillez. J'y reviendrai tout à l'heure, il y a des thématiques aujourd'hui qui ne se vendent quasiment pas, très difficilement sur le marché. Et il y en a d'autres qui sont un peu evergreen. Donc, si on prend par exemple la thématique de la formation, ça prend toujours. La thématique de la finance, de l'immobilier, ça prend toujours. Les thématiques qui ont le plus de mal à se vendre aujourd'hui, ça va être le CBD. Je sais qu'il y a des conférences prévues sur le CBD. À part si vous êtes un acteur majeur du CBD avec une marque reconnue, une communauté, bref, que vous avez tous les critères de valorisation au vert, il y a des dizaines de boutiques de CBD en vente sur le marché qui n'auront que difficilement preneurs. D'ailleurs, s'il y a un entrepreneur qui veut faire un méga build-up en rachetant toutes les boutiques de CBD sur le marché, il y en a un paquet qui sont à l'agonie et qui recherchent des repreneurs. La taille de votre business. On l'a vu tout à l'heure, faire moins de 100 000 € de profit annuel ou plus de 500 000, à tout point égaux, thématique, ancienneté, etc., ça peut vous faire passer d'un tout petit multiple à un très gros multiple. Pour une raison toute simple, plus vous faites de cash, plus vous intéressez des boîtes qui cherchent à faire encore plus de cash. Un gros acteur cherche à faire de l'acquisition de parts de marché, ne cherche pas à faire de l'acquisition de miettes de marché. D'accord? Donc, si vous faites 100K de profit, c'est peut-être très bien à un niveau, mais pour un acteur qui souhaite réellement accélérer, c'est trop petit potentiellement en termes d'effort. Et c'est pour ça qu'on voit un drastique entre des business qui font moins de 100K et des business qui ont une marge annuelle. Autre point, la diversité et la pérennité de vos canaux d'acquisition. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous reposez uniquement sur la publicité, ça ne rend pas votre business invendable. Il y a des très beaux business qui aujourd'hui sont majoritairement dépendants de la publicité. Mais dans ce cas-là, il va falloir pouvoir défendre auprès d'acheteurs la solidité de vos canaux d'acquisition. Est-ce que vous êtes capable de montrer qu'il y a une vraie maîtrise des canaux d'acquisition, des CAC, de la conversion, que vos créas elles évoluent dans le temps? Si vous avez un truc qui repose exclusivement sur un budget public, un canal, vous êtes une marque exposée à un risque. Plus vous avez de canaux de distribution, plus vous serez considéré, et je pèse bien mes mots parce que je sais que quand on est e-commerçant, on peut se dire que les canaux, ils gèrent depuis 6 ans, c'est rentable, etc. Mais mettez-vous toujours dans la peau d'un acquéreur. Dieu d'un acquéreur, un canal d'acquisition égale dépendance égale risque. Plusieurs canaux d'acquisition égale plusieurs piliers égale sécurité. En tout cas, sécurité perçue. La tendance actuelle, évidemment, vendre un business en baisse, pas génial. Vendre un business stable, top. Vendre un business en croissance, là, on va chercher potentiellement de la survalorisation puisqu'on va pouvoir vendre aussi de la projection. Un acheteur achète le potentiel, mais paye l'existant. Okay? Donc, si votre business montre un très joli potentiel, ça va vous aider à le vendre mieux et à le vendre plus simplement. Mais ce que l'acquéreur va payer majoritairement, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur votre activité. Et ça sera d'autant plus vrai si vous êtes en décroissance. L'acheteur va vous prendre le moment où vous êtes le plus bas, pas le moment où vous étiez encore à peu près bien il y a 6 mois. La dépendance à l'homme clé et l'autonomie de votre business. Alors, je pense que ça parle de soi-même. Je
pense que, vu d'où vous venez et des profils que j'ai pu voir, il n'y a pas trop de dépendance à l'homme clé sur vos business, mais ça peut être le cas sur pas mal d'activités qu'on voit arriver sur d'autres markets. Et l'homme clé, c'est pas forcément la personne qui fait tourner tout le business, mais c'est peut-être la personne qui a la compétence clé pour faire tourner l'activité, la personne qui a le contact fournisseur, c'est votre meilleur pote avec qui vous bossez pour le fournisseur. Pas idéal s'il n'y a pas des contrats derrière qui permettent à quelqu'un de se dire que votre meilleur pote va continuer à bosser avec. Et enfin, la récurrence des revenus. Plus vous avez un business qui peut se targuer de prouver la capacité à faire repeat business, et plus vous allez avoir un élément qui va contribuer à la valorisation ou la survalorisation de votre business. Ce n'est pas pour rien que les business de SaaS sont les plus valorisés aujourd'hui, mais c'est aussi vrai sur un business de récurrence des revenus. Alors, récurrence, ça peut être soit de racheter toujours le même produit, soit de racheter des consommables. Il y a 2 ans, on a travaillé avec un des plus gros sites en France de vente d'accessoires de pêche et de chasse. C'est pas difficile de deviner qui c'est, il n'y en a pas 36 000. Et on leur vendait le numéro 3 du secteur. Le numéro 3 du secteur, non, pardon, on leur vendait le numéro 1 du secteur de la chasse des arbalètes. Les arbalètes, on a réussi à le vendre, celui-là? Ouais, on n'a pas réussi à le vendre. C'est allé jusqu'à la LOI. Et finalement, le point qui les a fait reculer, c'est que dans leur thèse d'investissement, il y avait un point qui était non négociable, c'était de racheter des business dans lesquels il y avait du consommable. Dans le tir à l'arc, apparemment, on renouvelle régulièrement ses flèches, ses cordes, etc. Dans l'arbalète, ils ont jugé que le repeat business du business qu'ils allaient racheter n'est pas suffisant. Donc, avoir un business dans lequel il peut y avoir de la récurrence, c'est un élément qui fait vraiment du bien aux yeux des acheteurs. Ce n'est pas un deal breaker, évidemment. Il y a plein de business qui tournent avec un seul produit. Et si vous avez en plus la capacité de faire plusieurs produits, ça contribuera à la valorisation. Et on enchaîne avec 6 spécificités spécifiquement pour les sites e-commerce. Alors, j'ai mis en numéro 1 la marge dégagée. Je pense que d'éduquer personne sur l'importance de revendre un business qui dégage du profit. Plus le pourcentage de marge est important, mieux c'est. Alors maintenant, ils sont tous crachés. À l'époque des agrégateurs qui inondaient le marché d'offres parfois complètement ouf sur notamment les business FBA, dans leur thèse d'investissement, la première ligne était quasiment toujours sur la marge nette dégagée par les business pour lesquels ils se touchaient. Si ce n'était pas 20-25%, ils ne s'y intéressaient pas. A priori, 20-25% n'a pas été suffisant pour eux pour tenir le choc des 2 dernières années avec hausse du coût des matières premières, hausse du coût de transport et tout ce qui est allé avec. Mais surtout incompétence. Vraie incompétence. Être bon financier ne fait pas un bon repreneur de business, tu fais bien de le dire. Mais en tout cas, la marge dégagée est importante. En tout cas, ça Kev, justement, c'est quoi les marges que tu vois? C'est quoi la marge visée? C'est quoi la marge optimale en e-com là, que toi, tu peux voir, analyser? Alors, je pense que le 20-25% qui était défini de base par les agrégateurs, il n'est pas déconnant. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si on peut monter au-delà de ça… D'accord, un post-TVA. Post-TVA. Oui, bien sûr. En EBITDA? Non, pas en EBITDA. En EBE, 25%, ça me paraît énorme. Redis-moi. Est-ce que c'est en EBE? Est-ce que c'est en EBITDA, le 25%? Ça me paraît énorme. Non, c'est la marge sur ton produit déjà de base. Mais ce n'est Ouais. pas forcément l'EBE final. L'EBE final, il peut être en dessous. Mais il faut qu'il y ait de la marge sur le produit qui permette justement d'avoir des dépenses en plus sur ton activité. Ok. Donc, on va dire que tu as un brut à 25, tu as un EBITDA à 8-10, youhou, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, les business qui ont le plus de mal à se vendre en ce moment, tout marché confondu, on en accepte très peu sur d'autres markets, mais c'est les business d'ameublement, par exemple, qui ont des marges qui sont à 8, 10, 12.
Et en fait, quand tu rajoutes tout ce qu'il y a derrière, c'est des business qui sont quasiment tous en perte. Ouais. Donc après, il y a des business dans lesquels il n'y a pas beaucoup de marge et c'est OK. Donc c'est pour ça que là, je vous donne des critères, des spécificités. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité pour tous les marchés. Il y a des business dans lesquels c'est OK d'avoir 2% de marge. On a un business en ce moment d'analyse de poussettes. Il n'y a pas 25% de marge dans les poussettes. D'accord? Ouais. Mais ça fait que pour quelqu'un qui va se positionner dessus, ça peut être un problème de se dire, ouais, mais dans cette activité-là, en fait, moi qui ne viens pas de la poussette, je ne veux pas me risquer sur une activité où il y a si peu de marge. Et à l'inverse, du coup, si par exemple, là, on a un Jordan qui fait 40 points, est-ce Mhm. que du coup, ça va être un dossier qu'on va être capable de pousser facilement, sur lequel on va trouver des acheteurs, sur lequel on va avoir une valo qui pète? Ou au contraire, ça amène de la peur potentielle aussi en face? Non, ça mènera pas de peur, ça mènera forcément une interrogation sur comment est-ce que cette marge elle est obtenue, est-ce que la qualité du produit est au rendez-vous et ainsi de suite. Euh, on voit des dropshipping avec 80% de marge sur le produit, hein. Mais ce n'est pas forcément les business qui se vendent le mieux derrière quand on va lire les avis, quand on teste le produit ou quoi que ce soit. Donc, la marge, c'est un indicateur. Ça ne dit pas exactement la qualité de votre business, mais ça pose des éléments, en tout cas, d'interrogation pour un repreneur. Et vu qu'un repreneur est quand même à la base de quoi dégager de la marge, c'est un élément qui va être analysé. Ok, très bien. C'est clair pour tout le monde? Les fournisseurs, évidemment, si vous avez des fournisseurs en exclusivité, mais à minima, si vous avez des fournisseurs fiables, des contrats de distribution, etc., ça va rassurer les repreneurs. Encore une fois, ce n'est pas un deal breaker, mais c'est un élément de réassurance. Les vrais avis clients, aujourd'hui, on voit de plus en plus. Alors, évidemment, on n'arrive pas à des millions d'euros de chiffre d'affaires sur un e-commerce en général sans avoir des avis à minima OK. Tu me contrediras peut-être, Enzo, ici, mais je pense qu'à un moment donné, on doit faire attention à ses avis quand on veut passer un cap en termes de taille. Mais si vous analysez des plus petits sites, vous verrez souvent des sites de dropshipping à la vente qui ont tous les critères au vert, mais qui ont des notes catastrophiques sur les plateformes d'avis. Et malheureusement, c'est très souvent, notamment pour des personnes moins éduquées à la gestion de site, un deal breaker parce que quelqu'un va se projeter sur l'image et se dire ouais, mais tout a l'air cool, mais les avis ont l'air terribles, je ne fais pas confiance au site que je rachète. Donc, bosser ses avis, c'est quand même un élément de réassurance. L'organisation logistique, elle peut être internalisée ou externalisée. Ça n'a pas d'impact forcément sur la valorisation. Ça a uniquement un impact sur la perception, la simplicité à reprendre votre activité par un repreneur. Donc, si vous vendez une activité avec une logistique externalisée, très bien. Si vous vendez une logistique internalisée, est-ce qu'il y a des process? Est-ce qu'il y a des équipes qui testent? Comment ça se passe? Le nombre de références, je n'ai pas mis si c'était bien d'en avoir beaucoup ou pas beaucoup. En fait, ça dépend vraiment de votre thématique, ça dépend vraiment de ce que vous vendez. L'enjeu, c'est d'avoir un nombre de références qui soit stratégique sur votre marché, mais surtout un nombre de références liées au stock qui soit liquide. Avoir des milliers de références et potentiellement un stock qui va avec, alors qu'il n'y a pas de vente dessus, ce n'est pas forcément très bien perçu. Et c'est aussi vrai en dropshipping. Avoir un site avec des milliers de références, mais en fait quasiment rien qui se vend, ce n'est pas forcément un atout perçu sur la boutique. Il vaut mieux parfois avoir moins de références avec des bons produits, des bons taux de conversion, des choses comme ça, que d'avoir trop de références et finalement se diluer un petit peu. Et le stock, alors le stock ne va pas forcément impacter le prix de vente de votre site, mais ça peut avoir un impact à deux niveaux. Soit ça peut rendre votre business invendable, tout court. C'est-à-dire que si vous avez un stock qui est plus élevé que la valeur de votre site, il va probablement falloir vendre le site et séparer le stock. Personne n'a envie d'acheter un stock non liquide juste pour vous faire plaisir et vous libérer d'un poids. Mais surtout, plus le stock est grand, plus le stock manque de liquidité, plus il aura d'impact sur la durée de vie. C'est-à-dire que ça va être plus long, il va falloir négocier les termes,
rajouter des vendeurs, de baisser la valeur de stock et ainsi de suite. Voilà pour les éléments de valorisation. Ouais, en combien de temps tu penses qu'une marque, quand tu fais de l'achat-revente, on peut la rendre sexy? Tu avais mis dans la presse 12-18 mois, c'est vraiment ça pour toi qui est nécessaire? Alors, non, 12-18 mois, c'est le temps de hold pour réobtenir la valorisation maximale par rapport au travail que tu as fait. Pourquoi? Parce que si tu prends la marque et qu'en 3 mois, tu déploies tout ce que tu as déployé dessus, tu fais x2 sur ton CA, peu importe, en fait, en 3 mois, tu peux pas demander à ce que quelqu'un rachète le Bien nouveau sûr. produit s'il n'a que 3 mois. Donc, le 12-18 mois, en général, ça tient compte de 6 mois de travail et 6 à 12 mois de hold. Et pourquoi 6 à 12 mois? Parce que s'il y a une saisonnalité dans ton activité, Stabiliser une compta, quoi. Ouais. voilà, tu veux aussi pouvoir montrer toutes les périodes de l'année. Si tu rachètes un business juste avant Q4 et que tu essayes de le revendre en Q1, tu ne peux pas dire que Q4 a été fantastique et donc la valo est sur Q4. Et à l'inverse, si un acheteur te rachète ton business en plein mois d'août, quand c'est calme et qu'il te dit ouais, mais en ce moment, ton activité, elle est nulle, donc je te rachète sur l'été, tu ne vas pas accepter, tu vas lui dire non, il faut que tu prennes en compte Q4. Donc, quand tu as fait des optimisations, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu les as déployées qu'elles sont perçues comme Acquise. acquise par un repreneur. Exactement. Donc, tu as besoin de lui prouver. Maintenant, tu as 1 an d'ancienneté. On verra tout à l'heure. C'est pour ça qu'en général, la préparation à la revente, c'est 1 an. Parce que tu dois pouvoir présenter ton plus beau bilan à un repreneur. Et un repreneur, notamment s'il fait du financement, ce qu'il va demander, c'est le bilan de l'année écoulée. Bon, là, ça répond à la question. Et sur la partie des immatériels du e-com qui ne met pas forcément, qui sort sur le. Qu'est-ce que, quand tu parles d'immatériel, c'est quoi la marque, les brevets? Ouais, Ouais, tous les immatériels, genre communauté, followers, marques, etc. Oui. Ouais, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Regarde, tac. Ici, tu les as. C'est des ouais. éléments qui sont pris en compte dans l'analyse et qui vont, si tu veux, c'est pas on analyse ton business, il fait 100K de BE, du coup, il vaut 150, 200K, 500K, peu importe, et ensuite, on vient lui rajouter 500 000 fans sur les réseaux sociaux qu'on va valoriser à 1 euro du fan, et ensuite, il y a une jolie marque, donc on va rajouter 50 000, etc. C'est pas des choses qui s'additionnent. C'est des choses qui sont mises ensemble et qui vont permettre d'aller chercher un multiple plus ou moins élevé. Donc, le même business avec le même niveau de BE, mais avec ou sans la communauté, tu vas avoir le même niveau, mais tu vas avoir un x1,5 ou un x2,5. Voilà. Donc, ça ne va pas être de l'addition, mais ça va être de l'ajout de multiples sur ton business en bout de course. Et donc, évidemment, plus ta marque est reconnue, ça peut être un point de finalité sur la partie perception du prix. Il y a la règle. Et ensuite, avant toute chose, en tout cas quand tu vends une grosse marque, ce n'est pas pertinent de le faire quand tu le fais sur un business à 50 000 euros. Mais si tu vends demain un business à 5 millions, il va forcément y avoir un travail de comparable. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur au marché et ensuite on va aller voir qu'est-ce qui a été fait sur le marché ces 12, 18, 24 derniers mois. Et si on se rend compte qu'il y a un acteur du secteur qui a été vendu 2 fois le prix du marché, ben, ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'à un instant T, toute ta boîte, c'est 2 fois le prix du marché. Ouais, il y a un coup à faire. Ouais. Ce n'est pas une réalité qui va durer. Hein. Dans 1 an, cette réalité, elle n'existe peut-être plus. Mais à un instant T, s'il y a une demande forte, il y a 3 ans, il y a eu un gros pic de concentration autour des médias dans l'univers des télécoms. Et il y a un rachat qui a beaucoup fait parler, c'est qu'il y a c'est Bmove, je crois, groupe Le Figaro ou groupe CCM Benchmark qui a racheté un très gros comparatif dans l'univers des médias télécoms. Ils l'ont payé tellement cher que du coup, ça a créé une hype sur tous les médias qui voulaient se valoriser sur le même niveau de prix. 1 an plus tard,
Free a arrêté son programme d'affiliation. Toutes les monétisations de ces sites-là se sont cassées la gueule et la valorisation, elle était 3 fois moins élevée pour le secteur. Et pendant un court moment, grâce à une grosse vente, ça a tiré vers le haut toutes les valorisations. Ouais, mécaniquement, il y a des open normes de marché. Un autre point hyper intéressant là-dessus, Corotta, donc qui bosse sur des marques. Si tu es leader de ton marché, tu n'as pas la même valo. Exactement. La place de numéro 1 vaut très cher. Numéro 1, la place de numéro 1, elle vaut cher. Sur papier, évidemment. Corentin, il dit, le mec, il n'a pas fait estimer ses immatériels, donc la marque, etc., elle n'a pas été valo. Et lui, il se dit, je vais les faire valo. Sur cette base de valo, je vais chercher de la dette qui va me permettre de mieux investir parce que le mec veut revendre dans 1 an et demi. Est-ce que c'est pertinent? Sur le papier, oui. Tout ce qui peut aider à faire monter la valo est pertinent. Est-ce que tu aurais un truc à rebondir là-dessus, Kev? Non, c'est… En fait, il faut juste bosser avec… Il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la valorisation des actifs immatériels à but justement d'obtenir des revalorisations de boîtes et qui vont, par exemple, te dire que ta boîte, elle vaut 3 ou 4 fois le prix qu'elle vaudrait à la revente, mais parce qu'ils vont valoriser justement uniquement la partie actif immatériel. Donc, ça peut être une stratégie pour obtenir un prêt, de bosser avec une boîte qui ne va pas s'intéresser sur la valeur à la revente, mais purement l'actif immatériel. Tu peux regarder, par exemple, ce que fait la boîte Mukei, M-U-K-E-I. Quand tu regardes la valo qui font des actifs… Il est associé avec ce mec. Ah ben voilà, donc tu connais. Donc, c'est la valorisation des actifs qui est faite. Souvent, elle est assez ouf. Tu te dis, putain, ma boîte, elle peut valoir aussi cher que ça. Mais la réalité, c'est quand tu vas sur le marché et que tu es à la vente, personne ne va payer ça. Donc, c'est juste… Tu t'en sers pour faire un levier corporatif, administratif et whatever. Exactement. Voilà. C'est de l'écriture comptable qui permet de… Et c'est comme quand on pose la question de pourquoi ma boîte, elle ne vaut pas aussi cher que les boîtes qui passent à qui veut être mon associé. C'est qu'en fait, l'argent ne sert pas à faire la même chose. Donc, quand tu fais valoriser tes actifs dans le but de faire une levée avec du réinvestissement, on a tout intérêt à te donner la plus belle valeur possible, parce que ça va contribuer au développement de ta boîte. C'est pareil quand tu fais une levée de fonds, les gens mettent de l'argent dans ta boîte. Donc, c'est OK de payer sur ce qu'ils espèrent pouvoir obtenir. Par contre, quand tu revends, le cash, il va chez toi. Et demain, tu l'utilises pour aller payer des cocktails ou repartir à Punta Cana, tu vois. Le cash, il ne sert absolument pas au développement de ta boîte. Donc, en toute logique, ta boîte vaut moins d'argent quand c'est toi qui prends le cash que quand c'est elle qui l'absorbe pour continuer sa croissance. Ah, mécaniquement. OK. On continue là-dessus, c'est clair? Carré? Allez, vas-y, Kev. OK. On a vu tout à l'heure quelles pouvaient être les stratégies de rachat et on y reviendra tout à l'heure parce que ça permettra de comprendre qu'est-ce qui peut amener à survaloriser un business. Mais ce qui est intéressant de comprendre aussi quand vous vous positionnez en tant que vendeur, c'est de comprendre qui peut racheter potentiellement votre business. Donc, nous, on travaille avec différentes audiences sur notre market. Alors, ça ne vous concernera peut-être pas les équipes de direction, mais pour certains vendeurs qui nous contactent, c'est intéressant de savoir que parfois, les bons acheteurs sont déjà dans votre boîte. Ça peut être votre propre équipe. Mais si on parle de revente à des réseaux externes, il y a plusieurs audiences aujourd'hui qui sont actives sur le marché. Il y a les fonds de VC et de private equity qui rachètent des business avec des thèses d'investissement souvent extrêmement précises. Il y a les agrégateurs. Le plus connu, c'est Thrasio. Mais le plus successful en France, par exemple, en tout cas que moi j'aime bien, il y a Shop Invest qui fait que du rachat de sociétés e-commerce en difficulté et qui a un processus de redressement de ces boîtes qui est assez extraordinaire. Je vous invite à écouter le podcast de Karine Schrenzel, la fondatrice de Shop Invest chez Mathieu Stéphanie, où elle raconte comment elle choisit ses business et quelles sont les actions qu'elle met en premier lieu pour retaper ses business. C'est assez fascinant. C'est quoi le nom de la meuf, Kev? Karine Schrenzel. Putain, H-R-E-N-Z-E-L, je pense. Ok, c'est Mathieu Stéphanie, quoi? Chez Martingale ou l'autre? C'est à non, c'est à JDIY. Génération Do It Yourself. Mathieu Stéphanie, du coup, podcast Génération Do It Yourself. Okay. Ouais. Karine Zel.
Ouais, c'est ça. Shop Invest. Manger ou être mangé. Le podcast Je vais est. chercher le lien, je vais le partager sur le groupe, Kevin. Ok, merci. Ça roule. Les groupes médias sont des bons acheteurs aujourd'hui de business e-commerce notamment, même s'ils rechignent encore un petit peu à le faire. Mais c'est un des éléments que j'aborde dans le podcast avec Ronan Pétillon sur la verticalisation de la monétisation pour les médias. Aujourd'hui, les médias ont une double dépendance. Dépendance à Google pour la visibilité et dépendance à la publicité. Et ils se sont amusés à avoir une troisième dépendance à Amazon. Il y a de plus en plus de médias qui aujourd'hui comprennent qu'ils foncent dans le mur s'ils monétisent pas de manière un petit peu différente. Et les précurseurs en la matière, c'est Reworld et CMI. CMI, c'est le groupe qui a notamment la marque L, qui étudie le rachat de marques en ayant compris que tu as une audience captive, qualifiée, qui navigue sur différents médias. Tu es le meilleur précurseur potentiel pour venir leur proposer du rachat de produits physiques, de produits numériques ou de services. Et je vous invite à regarder ce que fait Reworld avec ses différents sites. C'est assez incroyable. D'ailleurs, ils ne font pas que du rachat, ils développent aussi leurs propres moyens de monétisation et c'est assez fascinant. Évidemment, des acheteurs potentiels de votre business, c'est tout ce qui est PME, ETI concurrents. Est-ce que vos concurrents sont vos meilleurs acheteurs? Ça se défend. Des fois, oui, des fois, pas du tout. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le marché caché. Et le marché caché, c'est tout ce qui est éditeur et éditrice de sites, donc e-commerçants dans votre cas, et les entrepreneurs individuels. Ces deux audiences-là, pourquoi on appelle ça du marché caché? C'est que vos concurrents, a priori, vous les connaissez. Les groupes médias, pas difficile de les trouver. Les agrégateurs, il y a des listes qui existent. Les fonds VC, il y a des listes qui existent. Est-ce qu'il y a une liste qui existe avec tous les entrepreneurs individuels qui ont du cash à déployer dans les années qui viennent? Non. C'est là que ça devient intéressant de travailler. Alors, ça serait facile avec Market, mais de manière générale, travailler avec des courtiers, des plateformes ou des réseaux d'acheteurs et de vendeurs. C'est là que vous allez entrer en contact avec des personnes qui ne sont pas dans les sphères publiques où vous naviguez, mais qui vont du capital à déployer et qui peuvent être intéressés par la reprise de vos activités. Et je pense que vous avez déjà tous rencontré, et c'est encore plus le cas dans des masterminds comme ça, des personnes qui s'associent, qui montent des fonds d'investissement en privé et qui font du rachat de business. Et ce n'est pas des personnes qu'on va croiser tous les jours dans les médias ou de manière très publique. Et Kevin, rapidement par rapport à ça, parce que tu sais que c'est un chapitre dans lequel on va. Ouais. Moi, j'ai été halluciné de à quel point c'est rentable. Est-ce que tu peux faire une intro rapide, d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il faut qu'on lève de l'oseille et qu'on rachète des boîtes, l'opportunité de croissance, la rapidité de développement? Là où ça devient hyper rentable, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es capable d'associer des compétences financières avec des compétences opérationnelles, tu es capable d'avoir des effets leviers sur des business qui sont non optimisés, qui sont assez exceptionnels. Après, l'enjeu, c'est de comprendre qu'est-ce que tu rachètes et quel est le potentiel de développement de ce que tu rachètes. Donc, ce n'est pas forcément les plus belles marques sur le marché qui sont les meilleures à racheter pour avoir le meilleur effet de levier, mais je sais que tu es co-investisseur dans un des business qu'on a en vente sur Dotmarket. Et moi, les plus belles opérations que je vois passer sur Dotmarket, c'est des business qui sont là depuis plusieurs années. Et ce que je disais tout à l'heure, qui sont vendus par des gens qui n'ont pas forcément créé leur business dans l'optique de le revendre. Donc, ils ne sont pas allés chercher toutes les techniques d'optimisation de pointe que peut-être que vous êtes en train de mettre sur vos propres business. Ça peut paraître fou, mais pour vous, c'est normal d'avoir des stratégies d'email marketing, c'est normal de faire de l'acquisition cross-canal, vous avez tous vos campagnes de retargeting qui tournent. Et ça peut paraître fou d'imaginer qu'un business qui fait 1 ou 2 millions n'est pas ça. Eh bien, il y en a plein. Exactement. C'est ça un peu le monde qu'on est en train de découvrir. Exactement. Et quand tu mets le nez là-dedans, au début, ça paraît un petit peu what the fuck, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Et en fait, quand on comprend et qu'on communique avec ces vendeurs, on se rend compte que ces vendeurs, OK, ils n'ont pas les compétences que nous, on se dit qu'on a en termes d'optimisation, mais par contre, ils ont eu la compétence de partir de zéro et de monter un business à une taille
qui est quand même somme toute génial. Et de se dire qu'ils ont réussi à le faire sans tous les hacks qu'on est capable de mettre quand on s'y connaît un petit peu mieux, c'est quand même assez fantastique et c'est une super base. Et souvent, quand ils sont arrivés là, c'est qu'il y a une base qui est bien plus solide que ce que beaucoup de e-commerçants font aujourd'hui avec des stratégies de croissance qui sont hyper rapides, mais peut-être des process derrière, de la logistique, du fournisseur, des avis clients, du SAV, qui peuvent laisser à désirer ou être un petit peu moins pérennes. OK. Alors, si on parle de revente, et pareil, pour comprendre qu'est-ce que les acheteurs vont se poser comme question au moment de racheter votre business, ouais. On va parler de comment on lève les freins, mais il y a trois choses qui sont importantes à avoir en tête si vous décidez de vendre. C'est est-ce que vous êtes sur un secteur où la législation actuelle ou future de votre secteur peut rendre votre business invendable? Donc pour celles et ceux qui sont dans le CBD, je n'ai pas besoin de vous apprendre à quel point il y a des années, c'est de bonnes années pour vendre son business et il y a des années, c'est pas du tout une bonne idée de vouloir vendre son business de CBD. Le CBD, c'est le meilleur exemple parce que ça bouge un petit peu tous les ans, mais en réalité, ça peut être le cas pour d'autres thématiques. Ça peut être le cas lié à des produits liés à la santé. Ça peut être des produits où il peut y avoir peut-être une évolution de la législation sur l'import-export de certains aspects, par exemple les produits électroniques. Bref, pensez, quand vous mettez en vente le business ou quand vous le créez ou quand vous le rachetez, est-ce que vous n'êtes pas sur un marché qui peut être impacté par la législation? Ça ne va pas faire que votre business sera invendable, mais en tout cas, il va pouvoir être racheté uniquement par des gens qui vont être capables d'aller au-delà de cette problématique, en quelque sorte, ou de ces contraintes, et ça va réduire drastiquement le pool d'acquéreurs potentiels. Si on regarde par exemple la thèse d'investissement des agrégateurs, qui au-delà de leur échec, était quand même hyper bien structurée en termes de thèse d'investissement, ils excluaient systématiquement tout ce qui était consommable, tout ce qui était CBD, tout ce qui était fringues, à cause des problématiques de gestion de stock, de multiples tailles, de SAV, tout ce qui était électronique à cause de la taxation de l'import des produits électroniques en Europe. Bref, il y a plein de thématiques comme ça, peut-être que vous êtes dedans, peut-être pas, qui sont susceptibles d'être moins faciles à vendre à cause d'un environnement juridique qui est en votre défaveur. Bon, j'en ai parlé, il y a certaines niches qui ne se vendent pas ou difficilement. C'est globalement celle que je viens de vous indiquer. Et concrètement, quand vous analysez votre business, vous êtes capable de vous demander si votre business il est bon à posséder, bon à racheter. Et du coup, il y a des business qui sont excellents à posséder, mais qui sont absolument terribles à racheter pour un repreneur. Et ce n'est pas grave, mais ça veut dire que finalement, vous avez plus de cash en gardant votre business, quitte à le laisser mourir petit à petit, qu'à essayer de le revendre, alors que, obviously, ce n'est pas forcément une bonne affaire de reprendre un business qui peut être impacté par la législation, qui n'a pas de canaux d'acquisition pérennes, mais peut-être qu'ils sont hyper rentables pour vous quand même. Et dans ce cas-là, s'ils sont hyper rentables, ça peut s'entendre que revendre 1 an et demi de profit, ça n'a aucun sens pour vous. D'accord? Et si dans l'esprit d'un acheteur, le risque, il est que votre business crash avant 1 an et demi, mais pas plus. Si vous avez confiance dans le business, c'est probablement un bon à posséder à racheter. Comment est-ce qu'on lève les freins en tant que e-commerçant si on veut préparer à la revente? Alors, on va voir deux choses, lever les freins et comment anticiper. Et il y a des choses qui vont un petit peu se répéter, mais bon, ça permet de bien ancrer concrètement qu'est-ce qui va être analysé et sur quoi il faut faire attention. Évitez de peaufiner votre marge. Si vous avez la possibilité d'améliorer votre marge en ayant en tête que c'est un point qui est recherché, faites-le. Réduisez votre dépense à un canal d'acquisition. Si vous êtes que sur de la publicité, testez d'autres choses. Développez votre SEO, faites l'acquisition peut-être de canaux de distribution. En tout cas, pensez au fait que être dépendant à un canal ne vous permettra pas de monter dans la fourchette des multiples. Prouvez que ça peut tourner sans vous. Si aujourd'hui tout le business tourne sur vous,
travailler le fait qu'un recruteur doit pouvoir se projeter sur sa capacité à reprendre votre business. C'est vous qui faites tous les colis. Ce n'est pas un business qui tourne sous. Oui, ça peut être sous-traité, mais c'est mieux si vous venez de la boîte, pas quelqu'un qui fait les colis à votre place. J'ose espérer qu'il n'y a aucun de vous qui fait des colis encore aujourd'hui, mais on en voit tous les jours des business sur Dotmarket avec des gens qui font encore les colis dans leur garage. Et voilà, ça ne simplifie pas forcément la vente quand on s'imagine en tant que repreneur devoir faire tout ça à la place du revendeur. Démontrer que la logistique est stable, encore une fois, qu'elle soit internalisée ou externalisée, peu importe. L'enjeu, c'est de prouver à un repreneur qui rachète un business qui tourne. Prouver que vos contrats fournisseurs sont solides. On en a parlé tout à l'heure. Si vous avez un contrat fournisseur aujourd'hui, on a vendu il y a 2 ans et demi un site de dropshipping où on a découvert après la vente que le fournisseur d'un des produits phares de la boutique n'avait pas du tout envie de bosser avec un repreneur. Il était très ami avec le couple de personnes âgées qui gérait la boutique et il n'avait pas du tout envie de continuer. C'est un élément qui a été découvert après, qui a été amplement compensé par le déploiement de toutes les stratégies de marketing habituelles, publicité, relance panier abandonné, etc. Mais ça a été une extrêmement mauvaise surprise quand même pour le repreneur que de voir que finalement, il y avait un contrat de distribution qui n'allait pas être honoré dans le futur. C'est un peu ce qui s'est passé aussi chez nous, hein, Kev. Quand on rachète le truc de peinture, là. Alors, c'est de ma faute, hein, ma responsabilité. Hein. J'ai un associé qui a acheté un site internet comme s'il achetait du PQ au supermarché, mais il a mal analysé les marges, les tableaux, le business, et il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, le type faisait les colis lui-même, etc. Il faisait partir le truc de chez lui. Et donc, en fait, je suis complètement outsourcé tout le processus parce que bizarrement, Tristan ne voulait pas faire de packaging dans son appartement à Paris. C'était beaucoup moins rentable. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Et tout à l'heure, on a posé c'est un bon point, ça, parce que tout à l'heure, on étudiait la valorisation des business. Qu'est-ce qui fait qu'entre 100 et 500, il y a un énorme gap de valorisation? C'est en fait tout simplement un business entre 1 000 € de renta annuelle et 250 000 € de renta annuelle. La majorité des gens qui reprennent le font pour se racheter un job. Et quand on se rachète un job, on n'a pas envie d'avoir des dépenses inutiles. On veut finalement un peu tout reprendre et on accepte que notre temps il va être consacré à dégager du profit. Mais quand vous travaillez avec un repreneur qui veut tout optimiser, sous-traiter, etc., si le business il génère que entre 50 000 et 150 000, le fait de mettre des gens qui permettent de faire tourner le business, ça peut complètement anéantir la rentabilité de l'activité. C'est pour ça qu'il y a toute une tranche de business qui juste ne dégage pas assez de cash pour être repris par les gens qui ont envie de mettre quelqu'un qui bosse sur le business à leur place. Et donc, ça peut que être repris par des personnes qui vont s'acheter un job. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que ce job paye assez pour se le racheter et décider de vouloir faire des cartons toute la journée ou des toiles posées sur des le nom de ce truc-là, enfin bref, des étaux, ou je sais pas. Autre chose, évidemment, essayer de vendre une marque, et pas un shop. D'accord ? Vendre une boutique. Quand on vend une petite boutique, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes dans ce mastermind d'aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous n'avez pas juste des petits shops à droite à gauche. Vous avez pour la plupart des boutiques qui sont susceptibles ou qui sont peut-être déjà des marques. Sachez, on l'a dit tout à l'heure, on est numéro 1 sur un secteur. Quand on a une marque reconnue, ça vaut plus cher que quand on vend simplement une petite boutique avec un nom de domaine éclaté au sol, non reconnaissable et pas d'entité reconnaissable aux yeux de Google. Vous vendez une marque, pas un shop. Créer une communauté, pensez au DNVB. Il y a peu de DNVB qui réussissent à se vendre. Il y a beaucoup de DNVB ces quelques dernières années qui se sont crachés parce qu'elles n'ont pas réussi à passer un cap en termes de rentabilité, de canaux d'acquisition, de distribution, etc. Mais par contre, ce qu'elles avaient très bien fait au début, on peut apprendre d'elles, c'est la capacité à créer des communautés. Et la communauté ne fait pas tout, donc il ne faut pas négliger les autres canaux d'acquisition
de distribution et ainsi de suite. Travaillez vos habits. Vous savez que vous allez revendre dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Anticipez. Il y a des stratégies. J'ose imaginer qu'il y a des stratégies pour améliorer les mauvais avis sur un truck pilote, mais ça prend du temps. On ne fait pas disparaître du jour au lendemain peut-être des dizaines ou des centaines de mauvais avis. Donc, anticipez-le, travaillez-le et réduisez votre stock non liquide. Ça se revendra toujours mieux si vous êtes capable de prouver que ce que vous revendez en termes de stock, c'est du stock qui va vraiment pouvoir être utilisé pour l'activité et pas du stock qui est là depuis 3 ans et qui sera là pendant encore des années. Et du coup, si on veut préparer tout ça correctement, mon conseil, c'est d'anticiper tout 1 an avant au minimum. Parce que 1 an, c'est probablement ce qu'il faut pour structurer, que ce soit des process, des canaux, etc., pour consolider des canaux d'acquisition, les tester, trouver la rentabilité, valider qu'ils peuvent être pérennes, pour recruter potentiellement une équipe autonome, et vous, pouvoir sortir de business, pour externaliser la logistique ou à minima structurer une équipe qui gère la logistique et qui vous permettent vraiment de faire un passage de business clé en main. Pour investir dans des actifs complémentaires, si vous investissez, potentiellement, faites-le 1 an avant la dernière année de vente, parce qu'évidemment, ça va avoir un impact sur votre rentabilité, même si ça va pouvoir être pondéré, etc., et que ça va permettre à votre activité de prendre de la valeur. Mais le temps que vous fassiez l'acquisition, l'intégration, le déploiement, ça ne se fait pas en quelques semaines. Préparer et réaliser votre sortie du quotidien, ça revient un petit peu avec l'équipe autonome, mais ça va plus loin que ça. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, votre quotidien, c'est encore de gérer des goulots d'étranglement qui sont critiques sur la boîte. Et quand on reprend un business, ce qu'on veut, c'est éviter de découvrir des goulots d'étranglement qu'on n'avait pas anticipés. Tout ce que vous pouvez processiser, sous-traiter, organiser, c'est des éléments qui rassureront des repreneurs qui se diront que ça va être hyper simple de reprendre votre business. Et ensuite, il faut avoir au moins un bilan comptable optimisé. Évidemment, plus vous en avez, mieux c'est. Si quelqu'un veut racheter à crédit votre boîte, ça va être les 3 derniers bilans qui vont être demandés. Donc, ayez-le en tête. Et là-dedans, j'aurais probablement dû rappeler la question de la TVA, sur lequel tu as mis le doigt tout à l'heure, Enzo. C'est évidemment un point, en fonction de la structure que vous revendez, anticipez que le calcul de marge, le calcul, est-ce que j'inclus ou pas la TVA, va avoir potentiellement une forte incidence sur la rentabilité réelle aux yeux d'un acheteur français. Donc, si vous vendez à un acteur international, ça se discute. Mais si vous voulez revendre une boîte sans avoir de questionnement, plus ce sera clean d'un point de vue comptabilité et mieux vous serez. Est-ce qu'on conclut avec qui peut surpayer et pourquoi? Il doit nous rester 4 slides, je pense. Et après, si vous avez des questions, avec plaisir. Et normalement, Bon, l'avantage, c'est qu'on a fait des questions tout au long. Donc ça, je pense que c'était pas mal en termes de format. C'est plutôt bien. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la partie qu'on a fait là? Et après, on peut voir un peu qu'est-ce qui peut faire exploser l'écouteur et nous permettre de devenir riche. Non, pas de questions? On finit sur la survalorisation? Allez, parfait. Alors, tu aurais peut-être quand même pu préciser la survalorisation sans pigeonner personne. Exactement. En fait, survaloriser, ce n'est pas tellement vous qui allez décider que vous pouvez vendre votre business plus cher. C'est un acquéreur qui va considérer qu'il est prêt à mettre plus cher pour acquérir votre business. D'accord? Et pour comprendre pourquoi quelqu'un serait susceptible de mettre plus que le prix marché pour faire l'acquisition de votre boîte, c'est bien de repenser à qui peut racheter un business digital. Donc, ayez en tête qui peuvent être ces acteurs et quelles peuvent être leurs stratégies. Et en fait, il y a 3 stratégies qui peuvent, en général, guider quelqu'un à investir plus que de raison sur un business. C'est une stratégie de conquête, une stratégie de monétisation et une stratégie de distribution. Ça paraît logique. Quelqu'un qui achète pour investir, il cherche du rendement. Il ne va pas payer votre business plus cher. D'accord? Il va peut-être même essayer de le négocier moins cher. Donc, quelqu'un avec une optique de rendement ne sera probablement pas le meilleur acheteur en termes de prix.
Quelqu'un qui achète pour accélérer, pas démarrer de zéro, pareil, si je rachète une boîte pour me lancer dans l'entrepreneuriat digital, je ne vais pas la surpayer. Je vais essayer d'en trouver une qui va me permettre d'avoir la rentabilité la plus rapide. Mais si on s'intéresse à des grands groupes qui ont une optique de conquête, qui ont une optique de mieux monétiser leur audience ou une optique de mieux distribuer leurs produits, là, on a des stratégies qui peuvent justifier de payer un petit peu ou beaucoup plus que le prix du marché. C'est pour ça qu'en forme de conclusion, avant de vous montrer des exemples, on peut se dire que le meilleur acheteur, c'est celui qui a un intérêt stratégique à vous acheter. Et l'intérêt stratégique, c'est bien de l'avoir en tête quand vous parlez à un acquéreur. Et si vous êtes amené demain à discuter avec des personnes, en général, vous le verrez d'ailleurs, vous n'obtenez pas forcément le meilleur prix en mettant officiellement votre business en vente. Vous obtenez souvent le meilleur prix quand vous êtes approché par des acteurs qui viennent vous voir quand votre activité n'est pas encore en vente. D'accord ? Mais même si vous êtes déjà en vente, vous pouvez travailler avec des courtiers. C'est ce qu'on est amené parfois à faire sur notre market, où on va aller sonder le marché plutôt que de mettre le business publiquement sur la plateforme. C'est un business sur 100, peut-être qu'on traite comme ça, parce que tout le monde ne mérite pas, entre guillemets, ce traitement, mais c'est une approche qui peut permettre d'aller voir qui peut être intéressé. Et l'enjeu à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre par rapport au contexte actuel, quels peuvent être les enjeux stratégiques des acteurs qui ont le cash pour financer une reprise de votre activité. Et si vous comprenez cet enjeu stratégique, alors vous serez potentiellement capable de présenter votre business sous le meilleur jour et de venir montrer quelles sont les vraies forces de votre activité par rapport au groupe qui s'intéresse à la reprise. Ça vous paraît clair ? Des bons exemples pour comprendre pourquoi on peut surpayer quand on a une stratégie particulière. Vous avez, j'imagine, suivi la tentative de rachat de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, c'était 50 fois le revenu annuel attendu en 2022. Est-ce qu'il y a une logique à racheter une boîte 50 fois son revenu? Aucune, sauf si on considère que faire la conquête de cet acteur-là est critique pour les 50 prochaines années. Wordle, qui a été racheté pour 1 million de dollars après avoir été lancé quelques mois auparavant par son fondateur, pour comprendre pourquoi le New York est capable de mettre 1 million de dollars sur un business qui ne génère aucun argent, il faut comprendre quelle est la stratégie du New York Times. Il y a un excellent article là-dessus, je vous donne le titre Wordle and Beyond, How Games are Impacting Newsletter, où il y a une super analyse de la stratégie de génération d'engagement et de repeat visite sur les business pour tous ces gros médias, on en a parlé, qui sont beaucoup à l'agonie et obligés de partir dans des directions parfois un petit peu farfelues pour générer de l'audience. Le New York Times est un des plus avancés en termes de verticalisation de la monétisation. À l'époque, ils ont racheté le Wirecutter, qui était un des plus gros sites de comparatif des produits. Ils l'ont fait bien avant que Amazon commence à s'implanter auprès des grandes audiences des médias. Et ils ont toute une stratégie de développement de jeux et de newsletters pour faire circuler leurs audiences d'un univers à l'autre, mais toujours dans le même univers, dans le même groupe en tout cas. Donc pour eux, payer 1 million de dollars pour un outil non monétisé, c'est stratégique, parce qu'il y a un vrai enjeu d'engagement d'audience. Stratégie de distribution, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ici, le meilleur exemple, c'est SEMrush, par exemple, qui acquiert Backlinko et qui a fait pareil avec Search Engine Land il n'y a même pas une semaine. Quand un des plus gros outils SEO fait l'acquisition des plus gros blogs d'informations sur l'univers du SEO, on peut imaginer qu'ils sont prêts à surpayer un petit peu l'impact qu'ils vont pouvoir avoir. Pour la petite histoire, Backlinko, c'était géré par un blogueur qui s'appelle Brian Dean. Brian Dean, son outil préféré SEO avant de vendre Backlinko, c'était Ahref. Je laisse deviner quel est l'outil préféré désormais sur Backlinko de Brian Dean. En tout cas, c'est plus Ahref.
Stratégie de distribution encore. Je vous ai remis l'exemple tout à l'heure, simplement pour venir expliquer pourquoi ici il y a eu de la survalorisation. Et c'est deux bons exemples parce que pour celles et ceux qui avaient vu le dossier thérapeute sur DotMarket, je ne vais pas dévoiler les prix parce que c'est sous NDA, mais c'est un dossier qui s'est vendu 1,5 fois le prix affiché sur DotMarket. Le jour de la publication, il y a eu 7 offres au prix sur ce business. Du coup, on a fait des enchères. Une personne a proposé 1,5 fois le prix pour mettre la main dessus, et c'est son propriétaire actuel. L'enjeu stratégique dépassait amplement la valorisation pure du business. Comme quoi, même en mettant son business en vente publiquement, quand on tombe sur les bons acheteurs, on peut avoir des très belles surprises. Et pour mon salaire en net, c'est pareil. Je ne peux pas dévoiler les chiffres officiels, mais c'est un business qui était non monétisé et qui s'est vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce qui n'a aucun sens si on prend purement la valorisation de l'audience, mais qui a du sens. C'est un groupe qui voit bien au-delà de la rentabilité sur 1 an ou 2 et qui se dit que maintenant, ils ont un actif pour distribuer leurs produits, éduquer, faire du branding, être top of mind dans l'audience qu'ils cherchent à viser et à conquérir et à convertir, pas que pour les 6 mois qui viennent, mais pour les 10 années qui viennent. Et du coup, vous entendrez souvent dire de la part de conseillers M&A que finalement, le prix de votre boîte, c'est celui qu'un acheteur est prêt à payer. Et je pense que c'est une bonne conclusion quand on veut vendre sa boîte, c'est d'avoir en tête que le prix de ma boîte, c'est effectivement le prix qu'un acheteur est prêt à payer. Mais ce qui va faire que ce prix soit bien plus bas que ce que vous attendez ou bien plus haut que ce que vous espérez, c'est notamment d'avoir un petit peu suivi tous les conseils que j'espère vous avoir filés aujourd'hui sur les critères de valorisation, les contextes, les stratégies, les projections qu'un acheteur peut faire et tout ce qui va se passer dans sa tête et qui vont l'amener à se dire que votre boîte, elle vaut moins que ce que vous en espérez ou plus que vous en espérez. Merci à vous. Ok, c'est quoi les erreurs que les acheteurs ils font qui peuvent parfois niquer le business ou des choses comme ça? Alors, erreur numéro 1 et erreur que j'ai faite moi-même, c'est se dire que tu auras le temps de gérer les business que tu reprends. Erreur numéro 2, racheter les business en pensant que tu auras les compétences de les gérer. Erreur numéro 3, ne pas faire ta due diligence correctement et en fait réaliser que dans l'opérationnel, il y avait des choses qui n'avaient pas forcément été très bien expliquées par le vendeur et qu'au moment où toi, tu découvres que tu dois le faire, bah, potentiellement, ce n'est pas du tout compatible avec ton emploi du temps, ta rentabilité, ta disponibilité, etc. Je dirais que c'est les 3 erreurs les plus fréquentes sur la reprise de business. Ouais, t'es break-even, t'es pas rentable. Est-ce que tu revends? Comment tu valorises? Tu veux dire ton activité, elle est break-even, tu ne fais pas de profit, tu fais du chiffre d'affaires, mais globalement, tu ne dégages pas de profit? Ouais. Mais du coup, tu as peut-être une marque, tu as peut-être du following, tu as peut-être une base email. Exactement. Là, c'est à ce moment-là que tous ces points-là deviennent absolument critiques. Si tu es juste un shop de dropshipping non rentable en publicité, tu ne vaux rien. Mais si tu es une marque qui ne dégage pas de profit, mais qui a une marque reconnue, une communauté, bref, plein de choses qui font que globalement, tu es quand même un asset, notamment pour un plus gros groupe ou pour un repreneur qui kiffe ta marque. À ce moment-là, tu peux avoir une valeur, mais il ne va pas y avoir de multiples de marché. Je ne vais pas pouvoir te donner un calcul tout simple de on prend ta marge et puis vu qu'il n'y a pas de marge, ou ton chiffre d'affaires et on fait un x1, un x2, ça va être une tentative d'estimation de tes actifs numériques qui va être beaucoup basée sur le trafic quand même. Et ensuite, ça va être au bon vouloir des repreneurs. Est-ce que tu es sur une thématique où il y a beaucoup d'acteurs susceptibles de se positionner? Là, en général, soit on définit un prix majoritairement par rapport à ton trafic et en faisant des projections, soit on ne définit pas de prix. Et le meilleur prix, c'est celui qu'un acheteur aura bien envie de mettre en projetant ce qu'il peut faire de ton business. Kevin, on me pose la question de comment est-ce que DotMarket gagne sa vie et quel est ton business model? Ça t'a fait marrer.
Je me serais dit, s'il n'a pas de réaction, c'est bizarre. Ouais. C'est quoi le business model de Dot Market? Comment est-ce que vous gagnez votre vie? Ouais, on a 3 modèles économiques sur Dot Market. Côté acquéreur, on facture on facture un frais d'entrée sur la plateforme. Les annonces sont uniquement accessibles aux abonnés et on va basculer sur une offre de formation à partir de 2025. Donc, il y a un côté abonnement-formation. On facture de la prestation, ça c'est le deuxième modèle économique, prestation d'accompagnement pour les acquéreurs, prestation juridique, contrat séquestre pour acquéreurs et vendeurs, qui est une partie de notre chiffre d'affaires. Et évidemment, le plus gros du chiffre d'affaires, il est à réaliser puisqu'on prend un pourcentage sur les ventes qui varie entre 6 et 12,5% selon le type du dossier, selon comment il est géré, selon sa taille. Il y a plein de critères qui font que ça varie entre ces deux pourcentages-là. À partir de combien de valo un site devient compliqué à revendre? C'est quoi les grandes poches d'acheteurs et c'est quoi la target? C'est quoi les dossiers qui vont vite? C'est quoi les dossiers qui sont plus lents? C'est une excellente question. Bon, nous, on avait quand même la fenêtre de 0 à 100 000 qui est plus facile. En fait, il faut comprendre qu'il est ton typologie d'acheteur. Plus le typologie d'acheteur il est compliqué, genre fonds d'investissement, banque, etc., plus ça va être très protocolaire, très dossier, très long. Par contre, ils ont du cash et ils finiront toujours par payer. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend ce que ça dépend ce que tu bâtis. Si tu veux vendre vite une boutique, idéalement, elle vaut moins de 100 000 euros et du coup, elle te permet de toucher quasiment tous les acheteurs potentiels, notamment les entrepreneurs individuels, les éditeurs de sites, les concurrents, pour qui accéder à 100 000 euros, c'est une somme gigantesque. Les plus durs à vendre, c'est quand tu vaux entre 100 000 et 500 000 euros. Parce que tu es dans cette tranche un petit peu bâtarde, pardonnez-moi l'expression, où tu ne dégages pas assez de marge potentiellement pour vraiment scaler, structurer. Tu n'es pas assez gros pour intéresser les plus gros acheteurs. Et du coup, tu as une audience réduite de gens susceptibles de se positionner. Mais après, si tu vaux 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, en fait, tu couvres un marché complètement différent. Et oui, ça va être plus long parce que, comme ce que dit Enzo, c'est très protocolaire. Mais on a revendu un business au groupe Ebra il y a 1 an, tout pile, enfin, en début d'année. Et je me rappelle que le conseiller M&A de Ebra nous avait dit un truc qui était assez intéressant. Il dit, c'est vrai que nous, on est chiant et tout prend 6 mois. Mais par contre, le jour où on te fait une offre, tu es sûr que cette offre, elle va au bout parce que derrière, c'est le Crédit Mut qui finance et c'est que passer des étapes. Donc, ça va prendre 6 mois, ça va être long. Mais même s'il te propose 1 million d'euros, tu es sûr que le million d'euros, dans les 6 mois, ça ne va pas changer, quoi. La croissance est internationale. OK. Quand tu as une portée internationale, est-ce que c'est plus dur à vendre, plus facile à vendre? Est-ce que le multiple est différent? Comment ça marche? Même site, même marque, Shopify Market, ce genre de choses. Tu as une croissance internationale. Comment est-ce qu'on travaille ce genre de dossier? Alors, si ton audience elle est majoritairement française, mais que tu as un peu d'international, tu restes un dossier français. Par contre, si tu commences à avoir une audience beaucoup plus anglophone, au moins 60, 70%, 80% de ton chiffre d'affaires qui est sur des marchés anglophones, à ce moment-là, il ne faut pas venir voir Dot Market, il faut aller voir Empire Flippers, des gros acteurs implantés du secteur américain qui, eux, vont du coup pouvoir appliquer directement sur ton business des multiples US qui sont grosso modo 30% plus élevés, voire beaucoup plus selon les modèles économiques, et qui vont te mettre en face d'acheteurs internationaux. Mais il faut aller voir Dot Market, du coup, et Dot Market va travailler avec Empire Flippers pour faire le deal, non? Tu ne travailles pas comme ça aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. C'est vrai qu'on pourrait le faire, mais en fait, on n'a jamais été vraiment contacté. Tu sais, on n'est pas top of mind de gens qui bossent sur le marché anglophone. Kevin, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Si tu veux voir une autre conférence d'e-commerçants avancée sur la création de marques incontournables, clique sur ma tête juste ici.